Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face. 13h12 sur Sud Radio, l'heure pour nous de vous présenter ce face-à-face. Aujourd'hui, André Berkov, vous recevez Gaël Brustier qui vient nous voir pour ce nouveau livre, Les analphabètes au pouvoir. C'est aux éditions du Cerf. Bonjour Gaël Brustier. Bonjour. Alors Gaël Brustier, c'est un petit livre, mais c'est un petit livre uniquement par la taille. C'est un livre important sur le fond. Et c'est intéressant parce que j'utilise analphabètes au pouvoir. Je me dis, Gaël Brustier va se livrer à une espèce de jeu de massacre ou de tir au pigeon sur les volatiles qui nous gouvernent. Eh bien, pas du tout, pas du tout. Vous nous parlez du Père Joseph. Vous nous dites, écoutez, c'est très bien de parler d'aujourd'hui, du présent, etc. Mais il y a eu des gens comme le Père Joseph, qui a été l'éminence grise de Richelieu, sous Louis XIII, je le rappelle. Et vous dites, eh bien, ça, c'est le plus important. C'est, en tout cas, si on veut se référer à des gens. Et vous parlez de Saint François d'Assise, le Saint François d'Assise. Et vous rappelez qu'il a exactement 800 ans, en 1224, il a écrit Laudato Si. Et vous dites, si vous avez des enseignements à tirer pour l'époque d'aujourd'hui, c'est un peu le fond du bouquin, eh bien référez-vous au Père Joseph et à Saint François d'Assise. Expliquez-vous. C'est un livre d'abord qui vient de loin, c'est-à-dire que j'ai été politologue sur un certain nombre d'antennes, sur les soirées électorales, etc., etc. Et puis tout ça m'a paru manquer de sens, et donc j'ai patienté beaucoup avant de trouver la clé, en fait, d'un livre, d'un petit livre qui se voulait un petit peu un remède pour moi-même, mais aussi qui était l'explication de ce que c'est que la politique. Et c'est vrai que je l'ai trouvé chez les franciscains, parce que j'ai quelques amis franciscains qui sont des moines, enfin des religieux, pas des moines. Et chez les Capucins. Chez les Capucins. J'embrasse le père Jean-Marcel Rossini à Lourdes. Et en fait, au retour de Lourdes, je me suis dit, c'est en fait la clé est quand même là. J'ai trouvé qu'il y avait une explication en fait de la politique. Chez le Père Joseph, en fait, je l'ai redécouvert parce que moi je l'avais beaucoup aimé quand j'étais adolescent. Et puis, et vous l'avez redécouvert là, enfin à cette occasion, vous avez dit. À cette occasion, je me suis dit, c'est en fait l'appréhension du temps long, l'appréhension de la politique, des rapports de force internationaux, il y a beaucoup de choses chez le Père Joseph qui sont très intéressantes. On va en parler justement après cette petite pause, et on va justement vraiment que vous nous racontiez, enfin, cet enseignement ou ces enseignements, que ce soit chez les franciscains ou les capucins ou autres, et qu'est-ce que justement ce temps long qu'on ne semble plus connaître aujourd'hui. Ici, ça a presque l'impression d'une espèce de monstre du Loch Ness, et pourtant c'est essentiel, effectivement, vous le dites. À tout de suite. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. On est une grande famille sur Sud Radio, et je suis très très fier d'en faire partie. Sud Radio, parlons vrai. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Gaël Brustier, Les analphabètes au pouvoir, aux éditions du Cerf. Alors, Gaël Brustier, je voudrais qu'on revienne effectivement sur ce qu'était, parce que vous parlez en fait, tout votre livre, c'est encore une fois, ce n'est pas un tir au pigeon, ce n'est pas un portrait des princes qui nous gouvernent ou qui nous ont gouvernés ou qui aspirent à le faire, c'est un portrait justement totalement en antiphrase, je dirais. C'est le creux essentiel, le dessin caché de la tapisserie. Qui était le Père Joseph, justement, ce conseiller attendez, au temps où la monarchie était celle qu'elle était, au moment où le cardinal de Richelieu était celui qu'on sait, qui était-il? Le Père Joseph, c'est un capucin. Donc les capucins sont
en 1528 une réforme en fait du franciscanisme. Et ça, il dérive du franciscanisme. Il dérive du franciscanisme. Ce sont les franciscains. C'est une espèce de franciscanisme radical. Et le père Joseph, François-Marie du Tremblay, devient religieux contre sa mère. Il devient religieux contre sa mère et il devient petit à petit le conseiller principal et l'ami du cardinal de Richelieu. C'est-à-dire que... et ça s'est fait comment? Par rencontre? C'est la rencontre, enfin... Oui, parce que il est très proche du fondateur des oratoriens français. Il est aussi proche de Richelieu. Et il passe son temps nu-pied. Physiquement nu-pied, enfin des sandales. Il avait des sandales, oui. Ouais, bien sûr. Pas totalement nu-pied, mais il avait des sandales. Conditions de pauvreté très austère, très modeste. C'est un enfant de la noblesse qui fait un choix de pauvreté. D'accord. Et il devient le principal conseiller de Richelieu. Oui, et il négocie avec... il est catholique. Il est dans la contre-réforme catholique. Mais en fait, il est... c'est d'abord un politique. C'est le parti des politiques qu'on retrouve aujourd'hui à la Nouvelle Action Royaliste chez Bertrand Renouvin, mais des gens comme ça. Mais lui, il est dans ce courant-là, en fait. Et il fait la paix avec des princes allemands qui sont des protestants. Il va en Allemagne, il négocie. Parfois, Richelieu n'est pas très content de ces négociations, mais il négocie au nom de la France, quand même, c'est ça. Il négocie au nom de la France. Il négocie au nom de la France. Et alors, la politique pour lui, c'est intéressant. Comment, pour justement le père Joseph et des gens comme lui, c'était quoi la politique? C'est toujours évidemment l'art de la négociation, l'art de la manœuvre, etc. Normal, la stratégie, la tactique. C'est garantir à la nation. Ouais. Le temps long. Je crois que le père Joseph était quelqu'un qui était très inspiré par l'idée d'installer le temps long dans la politique de la France. Qu'est-ce que vous appelez le temps long? Le temps long, c'est les invariants, c'est-à-dire que ce qui ne change pas, ce qui ne change pas, c'est à la fois la géographie, ce sont des comportements sociaux auxquels il était très sensible, et donc c'est tout ce qui manque aujourd'hui aux hommes politiques français. Oui, c'est ça. Ça doit être très sympathique d'ailleurs, mais ils n'ont pas beaucoup de vision de temps long. Donc c'est pour ça que ça m'est apparu très intéressant de rencontrer cet homme, d'aller à sa recherche et de dire oui, on peut faire une politique du temps long. Est-ce qu'on peut, alors justement, Gaël Brustier, c'est la question qu'on peut se poser en lisant votre bouquin, est-ce qu'à l'heure des réseaux sociaux, à l'heure de l'intelligence artificielle, à l'heure du monde globalisé, à l'heure où les chaînes d'information 24 heures sur 24 donnent le tout et n'importe quoi, il faut au contraire justement que des hommes d'État ou des femmes d'État est-ce qu'il faut une force, je dirais, spéciale pour s'articuler sur le temps long, puisqu'ils réagissent un peu en chien de Pavlov? Oui, je connais beaucoup de femmes et d'hommes politiques que j'aime beaucoup, d'ailleurs, au sens au demeurant personnel. mais je remarque une chose, c'est qu'ils sont tout à fait dépendants de Twitter, de l'immédiateté des chaînes d'infos. Et que ça ruine en fait leur discours. Ce sont souvent des gens plus profonds que ce qu'on croit, mais ils ont une incapacité à penser le temps long qui ruine en vérité leur discours politique. Mais d'où vient cette incapacité ? Justement. Twitter, je pense que... Enfin, Twitter, s'ils sont intelligents, ils savent qu'à me gérer. Ça se gère, Twitter. C'est pas une drogue dure totale. C'est une drogue dure. C'est une drogue dure. C'est une drogue dure. Si vous vous déconnectez pas de Twitter, honnêtement, c'est très compliqué. Ouais. Mais ce sont des gens qui... effectivement, sont connectés à Twitter, sont connectés à l'immédiateté, sont connectés à la déclaration intempestive. Je peux en citer de l'extrême gauche à l'extrême droite. J'ai beaucoup d'amis
qui sont des gens complètement dépendants. Addicts complets. Totalement addicts. Ouais. Et alors justement, qu'est-ce qui fait alors vous parlez justement du Père Joseph, vous parlez de Saint François d'Assise, mais 2024, et ce n'est pas nouveau, on est en pleine période, et pas seulement la France, de déchristianisation à outrance. Donc, est-ce qu'il faut la foi, FOI bien sûr, pour retrouver le temps long? Je pense qu'il faut de la spiritualité. C'est ce que j'avais dit un jour dans la vie. Révolution d'accord, révolution spirituelle d'abord. Je pense que effectivement, il faut faire une révolution spirituelle dans nos sociétés. Le matérialisme libéral, le matérialisme marxiste n'ont pas fait leurs preuves. Et je pense qu'il faut effectivement revenir à quelque chose de plus profond, qui embrasse le temps long. Et c'est vrai que je pense, je suis très peut-être quelques amis, mais je pense que il y a des formes sociales qui ont fait leurs preuves et qu'il faut les retrouver. Il faut aller à la recherche de ces formes sociales qui sont pour moi primordiales. Justement, on va en parler parce que allons dans le tuf même des choses. Nous vivons aujourd'hui le message justement passé. Quel type de forme sociale? On a vu ce qui s'est passé avec les agriculteurs. Le temps long, hein. S'il y a quelqu'un qui pratique le temps long, ils sont obligés. Ce sont bien les agriculteurs, par exemple, mais il y en a d'autres aussi. Comment faire? Quelle forme sociale devons-nous rapporter, de nouveau exaucer avec un H? On en parle tout de suite après cette petite pause. On en parle avec Gaël Brustier et avec vous au 0826 300 300 pour nous appeler, pour envoyer toutes vos questions et vos interrogations. 0826 300 300. Ne bougez pas, on revient tout de suite. Sud Radio Berkhof dans tous ses états, midi 14h. André Berkhof. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkhof dans tous ses états. À l'heure effectivement de la nanoseconde, à l'heure des ChatGPT, à l'heure du transhumanisme, du wokisme et autres, comment peut-on retrouver effectivement l'enseignement, que ce soit du Père Joseph, que ce soit de Saint François d'Assise, et que ce soit surtout ce que vous avez appelé, Gaël Brustier, dans votre livre? Vous posez beaucoup de questions et vous y répondez, parfois le temps long. Alors, aujourd'hui, par exemple, dans l'univers où nous vivons, et on l'a vu encore une fois avec les agriculteurs sans s'y appesantir, quelles sont ces formes sociales qui nous permettraient de retrouver cette durée et retrouver effectivement ces invariants dont beaucoup de gens ont l'impression qu'ils ont été perdus corps et biens? Il y a des formes d'organisation sociale, que ce soit l'aménagement des paysages, que ce soit l'organisation de la vie des villages, que ce soit l'organisation tout simplement de la vie associative locale, etc., etc. Ce sont des formes d'organisation qui ont duré très longtemps. Et qui permettent ce qu'on appelle le vivre ensemble, terme que je n'aime pas, mais qui permettent aux gens de se rencontrer et effectivement, j'ai toujours coutume de dire, la tradition est révolutionnaire. Ouais. Ça peut paraître très réactionnaire, hein, mais non, mais la tradition et la transmission de la tradition, c'est ça qui est, c'est très important. La transmission est quelque chose d'extrêmement important, et donc oui, je pense que autant on a vu les agriculteurs manifester, ils portent en eux une forme de ruralité, mais il y a aussi dans les quartiers populaires, dans les quartiers tout court, d'ailleurs, les quartiers, une forme de vie, d'entre-soi qui est très importante. Donc ça me semble très important, oui, de le souligner et de le faire vivre.
Il faut le faire vivre. Oui, alors justement, mais quand vous citez les référents franciscains ou capucins dans un monde où, c'est pas généralisé, mais quand même où on a mis la carrière et l'argent au-dessus de tout, les deux mamelles du monde, comment au moins arriver à endiguer la course vers l'abattoir, enfin l'abattoir, je parle de l'abattoir matériel total. Je pense qu'il faut une forme de profondeur intellectuelle et spirituelle pour échapper à un monde qui est un monde de l'immédiateté. On voit très bien, on a une jeunesse qui est totalement prisonnière des réseaux sociaux, qui est prisonnière des chaînes people, et je pense que la meilleure façon de s'en échapper, c'est d'avoir une projection dans le temps long. Et en ça, le franciscanisme, mais peut-être pas que le franciscanisme d'ailleurs. Non, bien sûr, mais c'est un exemple. Alors, en quoi justement, qu'est-ce qu'il donne, le franciscanisme ou le capucinisme? Enfin, c'est effectivement l'un est sorti de l'autre, mais qu'est-ce qu'il donne, si vous voulez, à la personne qui non seulement y croit, mais le pratique, l'incarne, l'acte? C'est la pauvreté, par choix. C'est le service. Aujourd'hui, les franciscains, que ce soit les capucins ou les deux autres obédiences, sont des gens qui sont pétris par l'esprit de service. S'occuper de l'autre, etc. S'occuper de l'autre, être extrêmement conscient, gens formidables, hein. Ils sont extrêmement conscients de la douleur de l'homme de la rue. Sont des gens qui sont à l'écoute, parce que c'est un ordre qui est très... faut rappeler que l'abbé Pierre était capucin, je crois, non? Non. L'abbé Pierre était capucin. Ça. Ses premières années en 32, je crois, il était capucin. Et ça l'a inspiré. Il a été ensuite député de la Nation, mais il était capucin, oui. Et donc vous dites, oui, la pauvreté, en tout cas, enfin pas l'austérité, mais la pauvreté, c'est pas la même chose. Le service de l'autre, et être en fait très ouvert à ce qui se passe un peu partout dans le monde, où c'est plutôt le côté là. Je dirais pas les antipodes. Ce ne sont pas des trappistes, quoi. Ils ne s'enferment pas. Non, parce qu'en fait, c'est un ordre qui vit... les trappistes vivent dans des abbayes où ils sont enfermés. Hein. Bien sûr. Ce qui est tout à fait louable et noble. Donc, vous allez à Les Reims ou à ces fonds dans l'Allier, et sont des gens qui sont des hommes qui sont enfermés. Non, les capucins, c'est pas ça. Ils sont dans la ville. Le principe en fait du capucinisme et du franciscanisme, c'est d'occuper les villes et d'être au plus près des plus pauvres. C'est ça. Et donc ils sont très discrets, mais ce sont des hommes qui sont à l'écoute des plus pauvres. Mais alors, quels sont les rapports, justement, vous parlez de l'abbé Pierre, qui est député, hein, oui, on ne remonte pas là au Père Joseph, ou à 800 ans en arrière avec Saint François d'Assise, mais donc, vous êtes vous-même conseiller, et puis vous envisagez, on en parlera effectivement, d'aller vers la robe de Bure, en tout cas, pas seulement métaphoriquement, mais ce que je veux savoir, Gaël Brustier, c'est que, aujourd'hui, pourquoi il faut poser la question, si dans les gens que vous connaissez, on en connaît, hommes politiques ou femmes politiques, voyez-vous quelqu'un qui se rapproche, très franchement, mais sincèrement, de ces idéaux-là et de ces cohérences? Alors, il y a deux choses. Il y a l'affection que je porte à beaucoup de monde. Oui. Et la confiance que je fais dans le message digne du Père Joseph. Non, j'en vois pas beaucoup. Et pourtant, je les aime beaucoup. Oui, je comprends, mais ça n'a... La cité, je vous ai cité tout à l'heure quelqu'un que vous connaissez, qui est beaucoup plus désintéressé que ce qui paraît. Mais on peut le nommer. Julien Drey. Vous parlez de Julien Drey, oui.
C'est vrai. Enfin, Julien Drey n'a plus une action politique aujourd'hui forte. Quand même, il s'occupe pas mal. Type extraordinaire que j'adore. Ouais. Et puis j'en connais beaucoup Ah oui, il est d'autres. très très bien. Moi, j'aime bien. T'es très ami avec Mathias Fekl, qui est l'ancien ministre de l'Intérieur. Ouais. Voilà. Mais Non, mais est-ce que c'est possible? En fait, posons la question autrement, parce qu'on va pas faire je d'énumération. pense que c'est possible. Vous pensez que c'est possible? Je pense que À c'est l'heure possible, actuelle, mais qu'il faut faire quelques efforts. Ouais. Voilà. Quels efforts? Parce que, si vous voulez, je me lance, enfin, moi, mettons, pénétrer loin, oui, des valeurs de franciscaines ou capucines ou autres, et je me lance en politique, ou je suis dans la politique, et évidemment, si je me balade pieds nus en robe de bure, je ne sais pas si ça passera, mais sur les idées et sur, si vous voulez, l'éthique, est-ce que, encore une fois, est-ce que c'est possible pour vous? Oui, je pense. Oui, Ouais. oui, je pense que ça demande beaucoup d'efforts. C'est-à-dire qu'il faut. Je pense que celui qui changera la France mourra pauvre. Ah ouais. Et c'est ce que j'avais dit à un ami, Ouais. ancien ministre Il de fera pas l'Intérieur. fortune. Mais Ouais. j'ai dit, tu sais, si on change la France, c'est qu'on mourra pauvre. Mais non, je pense effectivement que c'est possible, mais il faut faire énormément d'efforts sur soi. C'est très compliqué. Très compliqué parce que on vit dans une société tout à fait matérialiste, consumériste, où le succès se mesure à l'aune de l'argent, etc., etc. Et effectivement, il faut faire beaucoup d'efforts sur soi pour être un homme d'État qui serve en fait le peuple français. Et c'est pas donné à tout le monde. Et je ne suis même pas sûr que moi, si j'étais en situation, j'en serais capable. Oui, on ne peut pas, personne ne peut être sûr avant d'avoir effectivement sauté le pas. Mais vous, encore une fois, vous êtes conseiller politique, vous l'avez été, vous êtes essayiste, vous connaissez beaucoup de monde. Est-ce que le système tel qu'il existe aujourd'hui permettrait à quelqu'un qui, effectivement, très sincèrement, et qui aurait les capacités à la fois intellectuelles, de courage, de colonne vertébrale et de volonté d'appliquer cela, est-ce qu'on lui permettrait d'arriver à... Je pense pas. Vous pensez pas, hein? On l'empêcherait quand même. Je pense qu'on l'empêcherait, c'est-à-dire que la vertu, au sens de Robespierre, qui est de mettre le bien commun au-dessus de son destin, Ouais, le bien commun. aujourd'hui ça ouais. ne marche pas. Oui, mais c'est grave. Enfin, c'est assez terrifiant très grave, quand même oui. de savoir que le bien commun, ça ne marche plus. Donc, nous sommes dans des monades atomisées, nous sommes dans soit des communautés, soit des groupes, tout à l'heure, chacun voyant son petit intérêt ou son grand intérêt. Oui, je pense qu'en fait on confond le destin avec la carrière. Et c'est vrai que beaucoup de femmes et d'hommes politiques, que j'aime beaucoup d'ailleurs, de gauche à droite, Vous l'avez sont des dit, gens- on n'en doute pas. j'aime beaucoup, comme ça. Mais ils mettent en fait leur destin sous leur carrière. C'est ça. Ils ont plutôt envie de faire carrière. Parce qu'il faut assurer la gamelle. C'est très compliqué aussi, la vie. Mais voilà. Oui, mais attendez, et le Tout le problème, monde c'est n'est pas que Charles de Gaulle, en fait. Oui. En fait, le dernier des Mohicans, c'était Charles de Gaulle, quoi, pour vous. Enfin, le dernier qui Non, a c'était Charles Pasqua. Mais Non, je veux dire, quelqu'un qui a été au pouvoir et qui applique ces vertus-là, à votre avis, c'est... Enfin, en tout cas... oui, bah il y avait de Gaulle, mais il y avait Blum. Ouais. Il y avait beaucoup de monde. Il y a eu beaucoup de monde qui ont été tout à fait des gens de la résistance. Bien sûr. Voilà. Mais pourquoi aujourd'hui, Ouais. je ne vois pas d'homme politique qui soit tout à fait enclin en fait à embrasser un destin qui surmonte sa carrière. C'est ça. Ils sont Et puis, très obsédés par leur carrière, quand même. Oui, ça c'est le Ils moins veulent qu'on entrer dans puisse des dire. boîtes. Et par rapport à la gamelle, ce qu'on pourrait se dire aussi, c'est intéressant parce que regardez, on aime ou on n'aime pas. Moi, je suis assez, mais c'est pas en France, hein, c'est en Amérique. Encore une fois, quel que soit le jugement qu'on ait pour eux, prenez quelqu'un comme Trump ou comme Elon Musk.
C'est très intéressant, multimilliardaires qui auraient pu tout à fait continuer à faire leur carrière, l'un dans l'immobilier où ils gagnaient énormément d'argent, l'autre dans le Tesla, les voitures, etc. Attention, ce ne sont pas ni les franciscains ni les capucins, ce sont des hommes d'affaires, des businessmen. Mais l'un achète Twitter. Trump n'est pas très capucin. Ouais. Pardon ? Non, Trump n'est pas très capucin. Non, pas vraiment capucin. Mais il a quitté sa zone de confort. Parce que franchement, il avait tout à perdre d'être président. Il a perdu beaucoup d'argent d'ailleurs. Hein ? Il a perdu beaucoup d'argent. Bien sûr, il a perdu des centaines de millions. Mais c'est pour ça que je vous en parle. On a l'air d'être très loin, mais on n'est pas si loin que ça. Musk, il a gagné énormément d'argent avec SpaceX. C'est le seul privé qui travaille pour la NASA à ce niveau. Tesla, encore une fois, j'ai aucun jugement de valeur là-dessus. Mais Twitter, ça lui rapporte pas. Twitter, il a acheté 44 milliards Twitter. On n'aime pas Twitter, on revient à Twitter, mais du point de vue de la boîte de Pandore qui a été ouverte, c'est intéressant. Je veux dire, pourquoi on n'a pas plus? Alors, je reviens de ça. Vous parlez d'un noble comme le père Joseph, qui aurait pu faire une carrière nobiliaire, et qui a embrassé la foi, la pauvreté, la robe de bure, mais qui en même temps a été un très grand conseiller du prince, puisque, bon, avec Richelieu, et puis il y en a d'autres. Qu'est-ce qui fait que c'est tellement difficile? Alors si, c'est difficile, hein, on le sait, mais moi je me dis, je cherche un homme, comme disait Diogène. Hein. La marque de réussite aujourd'hui, c'est l'argent, ouais. C'est la carrière, c'est d'être membre de conseil d'administration, etc., etc. Et donc, quand vous parlez à un politique, il n'a qu'une envie, c'est pas d'être réélu. Moi, j'ai connu Charles Pasqua, Chevènement, qui étaient des types qui considéraient leur circonscription. C'était voilà, ils avaient envie d'être réélus, ils avaient envie d'être en phase avec le peuple. Mais on est passé à une autre génération. Et cette autre génération, qui sont pour un certain nombre des copains d'ailleurs, mais ils n'ont absolument pas envie d'être réélus et d'être réélus. Ils ont simplement envie de siéger dans des conseils d'administration. Pourquoi ? Parce que ça fait bien, ça fait mieux qu'être à l'Assemblée nationale. La tête de l'Assemblée nationale, quand même, rend compréhensible leur défiance. Mais après, ce sont des gens qui pensent que la réussite passe par les conseils d'administration de grandes sociétés. Par les dividendes des actions, etc. Oui, c'est même pas l'argent. Je ne les soupçonne pas d'appétit pécunier, mais je les soupçonne grandement d'avoir envie de paraître comme étant un dirigeant d'entreprise. Ça les fascine, en fait. Aujourd'hui, la classe politique est fascinée par les conseils d'administration, on peut dire. L'ambition première d'un homme politique aujourd'hui, elle est effectivement de passer dans le privé. De passer dans le privé. Ouais. C'est un discours commun. Ils vous disent après je ferai du fric. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est très intéressant et ça promet. Vous imaginez pas Michel Debré, non, c'est vrai. De Murville, ni Pierre Messmer, des gens comme ça, type charmant demain. Mais vous imaginez pas patron de boîte et vous dire maintenant je vais faire du fric. Jamais. C'est intéressant. Continuons à en parler avec Gaël Brustier. Tout de suite après cette petite pause, nous continuons. Et on vous donnera la parole 0826 300 300 pour réagir. À tout de suite. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Appelez maintenant pour réagir 0826 300 300. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. 13h51 sur Sud Radio, toujours avec Gaël Brustier. Et nous accueillons Rémi qui nous appelle depuis Reims. Bonjour Rémi. Bonjour Rémi. Oui, bonjour, merci de m'accueillir. On vous écoute Rémi. Merci à vous. Donc en fait, moi, je voulais vous contacter parce que, c'est ma maman qui vous écoute. Oui. Elle vient me donner votre direct. Et en fait, elle m'a dit de vous écouter parce que je suis en plein. Il m'est arrivé beaucoup de choses dans ma vie. J'étais très scientifique,
intellectuels, zététiciens, et je rejetais beaucoup la spiritualité, parce que pour moi, spiritualité, c'était égal à religion. Ouais. Et en fait, après 1 an et demi, après avoir vécu des choses vraiment compliquées, où j'étais perdu entre ce qui est le bien, le mal, comment vivre sa vie, est-ce qu'on est censé suivre le moule, est-ce qu'on est censé guider notre propre voie, mais est-ce qu'on est dans le bien, dans la vérité, des choses comme ça. Donc beaucoup de questions que j'ai toujours essayé de résoudre avec la philosophie, mais la philosophie apportait plus de questions que de réponses. Oui. Exactement. Et donc je me suis mis à la spiritualité récemment à travers, j'ai commencé tout simplement, j'ai lu le Nouveau Testament. Et depuis, j'ai lu le Coran, j'ai lu la Torah. Évidemment, j'ai pas tout lu, mais... Non, mais je comprends. Et, voilà. Et alors, oui, et vous dites que donc cette quête vous a amené à... vous a fait prendre conscience d'un certain nombre de choses, vous a fait du bien, disons, pour caricaturer, pour résumer en tout cas. Oui, voilà, exactement. Exactement, ça fait du bien parce qu'en fait, moi, ce que je pense que j'ai toujours recherché, c'est la vérité. Et en fait, j'ai l'impression maintenant d'arriver à voir un petit peu plus clair, d'avoir des compréhensions en plus d'un aspect primordial de notre condition humaine. Voilà, exactement. D'accord. La spiritualité. D'accord. Alors, Gaël Brustier, on a parlé de spiritualité justement tout au long de l'émission aussi, puisqu'on parlait des capucins et des franciscains. La spiritualité, au fond, c'est vraiment ce dont on parle. C'est bien que Rémi nous en parle, parce que c'est ce dont on parle le moins. Je parle dans le langage... dans le langage des cellules atmosphériques, dans le langage du... Non, je pense que c'est une quête qui est très belle, qui est tout à fait salvatrice, en fait. Moi, je suis très branché spiritualité franciscaine, mais il y a d'autres spiritualités. Je pense que dans une société qui est matérialiste, comme j'ai dit tout à l'heure, totalement matérialiste, c'est tout à fait sain d'avoir une réflexion spirituelle, d'avoir une réflexion d'abord intellectuelle et spirituelle qui aille au fond des choses. Ça fait partie de l'essentiel. Ça fait partie de l'essentiel, mais vous ne trouvez pas de grands hommes sans... alors c'est pas pour plaider pour ma cause, mais vous ne trouvez pas de grands hommes sans quête spirituelle. On a peut-être... On remercie Rémi, on a Daniel de Castelnaudary. Bonjour Daniel. Oui, bonjour Daniel. Daniel, nous n'avons plus Daniel. Je voulais vous poser une question plus personnelle, Gaël Brustier, parce que hors antenne m'avait dit que vous comptez effectivement embrasser le capucinisme, si je peux me permettre. C'est-à-dire, vous voulez quoi faire? Vous voulez être prêtre? Vous voulez c'est très intime, mais vous savez, c'est une démarche qui dure plusieurs années. Il faut faire œuvre de discernement et ensuite décider si oui ou non on est fait pour être religieux. Mon sentiment personnel, c'est que j'avance dans cette direction, mais c'est l'ordre qui décidera. D'accord. Ça fait quelques années que vous êtes... Ça fait 2 ans. 2 ans. Un an, exactement 1 an, mais en fait, la réflexion vient de 2 ans. De toute façon... C'est une démarche... D'abord, c'est une aventure. Ben oui, et quelle aventure. Et c'est une aventure passionnante. Parce que on se découvre soi-même. Et puis, c'est vrai que j'ai une affection pour les capucins qui ne se dément pas semaine après semaine, qui sont des gens formidables. Et après, il faut être très humble. Et si j'entre là-dedans, ce sera avec beaucoup d'humilité. Et en fait, ce qui vous fera pas oublier le monde, au contraire. Non, j'ai plutôt un intérêt pour la chose publique et la politique. Et puis, comme je vous ai dit, on a parlé de Julien Drey, je suis quand même ami avec beaucoup d'hommes politiques, d'anciens ministres, etc., etc. Ça, c'est vrai. Et donc, je me passionne toujours un petit peu pour la chose publique. Mais j'ai pris beaucoup de distance. Oui, je vois. En tout cas, on le voit avec ce livre. Encore une fois, je le recommande, ce livre, Les analphabètes au pouvoir. C'est gentil. Moi, je l'aurais appelé effectivement En quête du temps long, et j'aurais mis Les analphabètes au pouvoir en sous-titre. Mais vous savez pourquoi le titre ? Pourquoi ?
Parce qu'il fallait qu'on trouve un titre, et le titre est venu du film Prof, où Bourseillet dirige le CDI, et donc c'est les analphabètes au pouvoir de Zouki dans le film. D'accord. Et c'est pour ça qu'on l'a appelé comme ça. Avec Jean-François Colosimo, on s'est dit tiens, pourquoi pas. Voilà. Merci en tout cas, c'est moi. Gaël Brustier. Les Merci analphabètes beaucoup. au pouvoir aux éditions du CERF. Merci Gaël Brustier d'avoir été avec nous. André Berkoff, on se retrouve demain entre midi et 14h comme tous les jours. Tout de suite, c'est Brigitte Lay sur Sud Radio. À demain. De Marseille à Bordeaux, de Montpellier à Paris ou à Toulouse, Sud Radio, Parlons Vrai arrive dans le joyau de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Depuis le sommet de Fourvière, Sud Radio rayonne désormais à Lyon et le Grand Lyon sur 105.8. Connectez-vous aussi avec l'appli Sud Radio et Parlons Vrai.